lopango te ejali nzela ebale ya koko ejali lopango te ejali nzela mitema ndoki bakoti songisongi oye bakaboli koko babosani Afrika oye Congolais, Congolaise, y'a les noms des entends, y'a les candidats. Et va. Pangote jali nezela mitema ndoki bakoti songi songi oye bakaboli koko babosani Afrika oye Congolais, Congolaise, y'a les noms des entends, y'a les candidats. Aya oh, aya oh lele tokomisa bana ya Congo. Aya oh, aya oh lele tobambisa moko yo Congo. Aya oh, esengo mingi ondeko ezongi na kati ya Congo. Aya oh, aya oh lele tokomisa bana ya Congo. Aya oh, aya oh lele tobambisa moko yo Congo. Aya oh, esengo mingi ondeko ezongi na kati ya Congo. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cet entretien sur votre chaîne de prédilection Télé 7. Nous émettons de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et comme vous le savez, chaque fois quand il y a des sujets qui intéressent la nation, des sujets qui doivent être analysés par de personnalités, par de grands analystes de notre pays. Voilà pourquoi, à chaque occasion, nous ne cessons d'aller à la rencontre de toutes ces personnes ressources. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la sortie de la crise politique en République démocratique du Congo. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Et sommes-nous en train d'aller faire un saut dans l'inconnu? On ne sait même pas encore où est-ce que nous allons aboutir. Tout cela parce que les élections n'ont pas été organisées comme prévu dans la Constitution de la République. Voilà pourquoi aujourd'hui, des intellectuels congolais se sont arrangés, se sont regroupés dans un mouvement qu'on appelle aujourd'hui Corps exécutif de transition en République démocratique du Congo. Et nous allons recevoir maintenant M. Paul Olamba Kalonda, il est professeur d'université. Il est le coordonnateur adjoint de ce mouvement Corps exécutif de transition. M. Paul Olamba, bonjour. Bonjour, M. Oscar. Je suis heureux de vous recevoir dans ces studios et donner aussi l'occasion à tous nos téléspectateurs de savoir ce que c'est le corps exécutif de transition. Quels sont les mobiles qui vous ont poussé aujourd'hui à vous constituer en un corps pour parler de la transition? Effectivement, le corps exécutif de transition, c'est une plateforme. Le corps exécutif de transition, c'est une plateforme. C'est en fait un projet. Et sur ce projet travaillent un certain nombre d'intellectuels congolais qui sont disséminés à travers le monde et certains d'entre eux se trouvent ici au pays, dont moi-même.
Alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que ces personnes trouvent que ça devient de plus en plus difficile pour la République démocratique du Congo de retrouver sa stabilité, de se remettre sur le chemin du développement. Et alors, on a réfléchi pour voir quels sont les problèmes qui sont vraiment à la base. Un des problèmes essentiels, c'est que si nous regardons la bipolarisation de la vie politique, majorité présidentielle et opposition, eh bien, l'organisation des élections par la majorité présidentielle donne à contestation de l'opposition, et nous pensons aussi que l'organisation des élections par l'opposition, qui serait devenue elle-même pouvoir, donnerait contestation auprès de la majorité. Alors, compte tenu du fait de l'intérêt très important que représente la RDC, nous pensons qu'il est bon que, dans un premier temps, ces personnes se mettent un peu de côté et laissent la gestion de la transition à un ensemble de technocrates congolais sans vraiment ambition politique démesurée. Et donc, ces personnes organiseraient la transition, elles organiseraient les élections, et ensuite viendrait la vie politique normale, à un moment où les institutions du pays ont été un petit peu redynamisées, à un moment où la corruption a été un petit peu contenue, et que les recettes, et que tout est en place pour qu'on puisse repartir d'un bon pied vers la recherche du développement de la République démocratique du Congo. Alors, c'est ça même l'abréviation du corps exécutif de transition. Dites-nous, aujourd'hui, nous avons une constitution que nous devons tous respecter. Oui. Et maintenant, la venue d'une transition, vous ne voyez pas que ça sera aussi perturbé l'application normale de la constitution? Eh bien, malheureusement, M. Oscar, comme vous le savez, la constitution a déjà été mise un petit peu hors jeu. Au jour d'aujourd'hui, le président Kabila est en place du fait de l'accord de la Sainte-Sylvestre. Et donc, dans le même cadre, nous pensons que pour ne pas prolonger indéfiniment cette transition qui a quand même déjà pris un certain temps, il est bon que nous puissions passer par le 7. Corps exécutif des transitions. Des transitions. Donc, on oublie l'accord de la Saint-Sylvestre, que tout le monde appelle à l'application normale pour que les choses aillent de l'avant. Mais en fait, l'accord de la Sainte-Sylvestre ne serait pas vraiment totalement oublié comme tel. Les choses importantes qui devraient être réexaminées dans l'accord, c'est l'absence du président Kabila, parce que nous pensons que le problème ne peut pas être la solution. Et donc, le président Kabila ne ferait pas partie de la transition. Deuxièmement, les accommodations qui sont faites par rapport aux textes légaux du pays, ça c'est une affaire sur laquelle travaillent nos juristes et sur laquelle quelques discussions avec les partenaires de bonne foi devraient permettre de résorber assez rapidement. Vous ne trouvez pas que la pilule n'est pas facile à avaler? Ben écoutez, on nous a déjà fait avaler la pilule et on continue à nous l'administrer à forte dose par le président Kabila et sa famille politique. Il faut vraiment que ça s'arrête à un moment donné pour qu'on aille de l'avant. Vous savez, l'organisation des élections, bien certes, la CENI, le corps exécutif, le comité, le comité national des élections, c'est en fait bien un organe qui est venu du fait des accords, mais on doit constater qu'après 2 organisations d'élections, que ça ne fonctionne pas. 1,8 milliard de dollars pour l'organisation de 4 niveaux d'élections. Eh bien, moi, je calcule assez vite, ça fait 22 millions par Congolais pour un billet de vote dans chacune de ces élections. Ça n'a jamais été vu nulle part au monde. Donc, nous voudrions mettre fin à cette situation parce que cet organe-là, non seulement, elle coûte horriblement cher, mais aussi et surtout, il est en fait le centre de la fraude, de la tricherie dans les élections. Alors, revenons bien sûr à cette proposition. Si on analyse bien votre initiative, c'est comme si vous appuyez le point de vue qui a été avancé par le Rassemblement, avoir une transition sans Joseph Kabila. Eh bien, moi je dirais pas les choses de cette manière parce que
Nous avions écrit au secrétaire général de l'ONU le 6 janvier 2016 pour demander l'avènement du 7. Je ne crois pas qu'à cette époque-là, le Rassemblement avait déjà émis ces hypothèses. Donc, les frères du Rassemblement nous ont certainement suivis dans notre vision qui est celle d'une transition sans le président Kabila. Ok, revenons maintenant au 7 corps exécutif des transitions. Quels sont les principaux objectifs que vous poursuivez? L'objectif principal, c'est de stabiliser la République démocratique du Congo et ensuite le remettre sur le chemin du développement. Faisant quoi concrètement? Comment y arriver, justement? Faisant quoi concrètement? Le fait est que le pouvoir est monopolisé par des gens qui se caractérisent par une certaine délinquance politique. Et nous voudrions mettre fin à cette délinquance politique. Donc la première des choses que nous allons faire, c'est faire en sorte que nous puissions lutter contre la corruption et mobiliser les recettes du pays pour résoudre le problème de ce pays. En faisant les choses, nous constatons que la population est dans un état exsangue. Donc, parallèlement à la lutte pour l'organisation des élections, nous devrions aussi tenir compte d'un certain nombre de problèmes sociaux essentiels qui se posent au niveau de la population. Et ensuite, la dernière chose, c'est organiser les élections pour rendre le pays à un fonctionnement normal. Ok. Lutter contre la corruption, vous savez, tous les jours ici, il y a toujours des slogans, lutter contre la corruption, on n'y arrive toujours pas, c'est depuis des années qu'on parle de la lutte contre la corruption. Et comment vous, parce que vous vous êtes donné une durée de 36 mois, je crois, 36 mois, vous pensez que pendant les 36 mois, vous serez en mesure d'éradiquer la corruption en République démocratique du Congo? Vous savez, M. Oscar, les organes sont ce que sont leurs animateurs. Si au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à éradiquer la corruption, c'est parce que les animateurs en place, probablement, ne veulent pas éradiquer la corruption. Et nous, nous le voulons fortement. Et vous voyez, nous venons là, non pas pour prendre le pouvoir et l'exercer indéfiniment, nous voulons juste nettoyer la maison, la mettre en bon ordre et la rendre à tous les enfants de ce pays. L'appétit venant en mangeant, vous ne voyez pas que pendant les 3 ans que vous serez aux commandes du pays, ça va vous donner l'appétit de continuer parce que quand on a le pouvoir, on ne sait pas le quitter. Ça, c'est un problème aussi d'hommes. Il y a eu des hommes dans ce pays qui ont quitté le pouvoir et nous pensons que nous allons montrer cet exemple-là. Et au-delà de cela, compte tenu du fait qu'il faut toujours des garde-fous, eh ben, il y a l'ensemble de la communauté. Le 7 ne tomberait pas du néant. Le 7 serait le fait d'un accord avec la communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'Organisation des Nations Unies dispose ici des ressources militaires les plus importantes et tout. Donc, normalement, ce genre de problème ne devrait pas se poser. Alors, vous vous attendez maintenant que la mise en place de 7 avec la participation de la communauté internationale? La participation, c'est en fait au niveau de négociation, c'est au niveau des ressources nécessaires pour que nous puissions résoudre les problèmes ici à l'intérieur du pays, mais la gestion concrète du pays, c'est les fils du Congo qui sont dans le 7. Et pour ça, il faudra un autre dialogue. Il ne faut pas vraiment un grand dialogue, hein. Il faut juste harmoniser avec les amis au niveau de la CENCO pour comprendre qu'effectivement, c'est un bien pour le pays que et l'opposition et la majorité présidentielle se mettent des côtés et laissent organiser des élections viables, crédibles, sans tricherie. La CENCO a parrainé le dialogue qui a sorti l'accord de la Saint-Sylvestre. L'accord est appliqué pour les uns et non appliqué pour les autres. Et vous voulez encore l'associer. Est-ce qu'elle sera en mesure d'accepter de prendre encore en charge une initiative pareille? Bon, ça, je ne peux pas répondre à la place de la CENCO, mais je sais qu'il y a dans cet organe des personnes de bonne foi et qui ont une vision claire des problèmes qui se posent dans ce pays. Et donc, je ne vois pas un seul instant ces personnes s'opposer à une initiative comme la nôtre. Et vous pensez que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vont accepter
que vous puissiez, qu'ils puissent laisser le pouvoir et prendre des technocrates qui doivent venir pour gouverner le pays pendant 3 ans? Ce n'est pas la première fois qu'on gouvernerait le pays par les technocrates. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire de ce pays. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent comprendre qu'il y a une fin à toute chose et que l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo oblige à ce qu'il fasse un pas de côté. Alors, ce n'est pas votre façon aussi d'accéder au pouvoir facilement, parce qu'aujourd'hui, pour accéder au pouvoir, il faut passer par les élections. Mais vous, technocrates dans des bureaux climatisés, vous voulez maintenant aller au pouvoir sans pour autant passer par les élections. Nous ne voulons pas aller au pouvoir sans passer par les élections. Nous voulons juste corriger une entorse que le président Kabila et son équipe ont enfoncée dans les textes légaux qui gèrent notre pays. Mais la situation du pays aujourd'hui ne permet pas à ce qu'on puisse arriver aux élections facilement. Déjà, la date du 30 septembre est passée. On attend, il n'y a pas de calendrier électoral. Il n'y a pas tous les nécessaires pour organiser ces élections. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne faut-il pas attendre jusqu'à ce que la Commission électorale nationale indépendante présente son calendrier, qu'on organise des élections, comme vous le souhaitez, paisibles, transparentes, crédibles, apaisées à tous les qualificatifs appréciatifs que vous utilisez? Mais écoutez, nous sommes tout à fait d'accord et ça c'est en fait la limite. Comme disent les mathématiciens, nous avons une limite vers laquelle nous tendons. Mais pour arriver à cette limite-là, il y a plusieurs chemins. Certains sont tortués, certains sentent mauvais, d'autres ne valent pas la peine d'être pris. Et nous pensons que le meilleur des chemins, c'est celui du 7. Alors, meilleur des chemins, celui de 7. Mais les technocrates dont vous nous parlez ici, ne font-ils pas partie de ce gouvernement? Ne font-ils pas partie de ceux-là qui ont, bien sûr, la décision aujourd'hui dans ce pays? Non. Ces technocrates, pour le moment, ne sont pas aux affaires. Les personnes qui sont aux affaires aujourd'hui n'apparaîtront pas dans un exécutif mis en place par le 7. Alors, aujourd'hui, 7 gouverne le pays pendant 3 ans. Oui. Président Kabila à côté, rassemblement et autres à côté, n'est-ce pas? Oui. Et après 3 ans, après 36 mois, organisation des élections, est-ce que Joseph Kabila peut aussi se représenter parce qu'il n'a pas géré pendant la transition? Joseph Kabila ne peut plus se représenter parce qu'il a déjà épuisé ses 2 mandats tels que l'autorise notre Constitution. Vous savez, Joseph Kabila, au-delà de tout, il est la première personne qui doit respecter la Constitution et au-delà de la Constitution, il doit respecter les hommes, les personnes qui forment la République démocratique du Congo. Et je pense que s'il écoute un peu, s'il voit un peu ce qui se passe, il devrait bien comprendre ce qu'il y a à faire. Alors, on continue, Monsieur Paul Olamba Kalonda. Alors, pendant les 36 mois, comment le pouvoir sera organisé? Comment le 7 compte organiser le pays ou l'État jusqu'à ce qu'on arrive aux élections? Mais on ne va pas réinventer la roue. L'État a toujours été gouverné avec un gouvernement qui gère les choses. Donc nous allons effectivement passer par un gouvernement et le programme essentiel de ce gouvernement, normalement, comme vous disiez, s'il y a une petite discussion que nous devons avoir, on conviendra avec tout le monde du programme de ce gouvernement et ce gouvernement n'aura qu'à exécuter ce programme pendant les 36 mois. À la différence près que c'est un gouvernement où il y aura des personnes qui ne vont pas être là pour faire tout pour que le président de la République me retienne à la place, pour faire tout pour que, au moment des élections, je puisse passer, pour faire tout pour que, avec les gens de la CENI, je trouve les arrangements nécessaires pour telle tricherie ou telle autre tricherie. Donc je pense qu'on enlèverait vraiment une grosse épine du pied de notre pays. Alors, vous avez dressé ici un tableau peu luisant, bien sûr, de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, pour le 7, il faudra supprimer cette institution d'appui à la démocratie. Tout à fait. Pour le 7, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas lieu d'être. Ces élections pourraient être organisées au niveau du ministère de l'Intérieur
en utilisant en fait les atouts dont nous disposons aujourd'hui du fait de la décentralisation. Les élections, le contrôle des élections va être assuré par les situations au niveau décentralisé. Et en combinant informatique et contrôle au niveau décentralisé, il y a très peu de chances d'avoir des problèmes. Et comment cela va se passer? Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, la Commission nationale électorale indépendante a un fichier. Et ce fichier-là, c'est en fait un embryon de ce que nous pourrions appeler le fichier national. Donc il est question de faire en sorte que chaque commune puisse disposer de manière distribuée de sa part de fichiers et que la gestion se fasse de manière informatique, de sorte que ce qui est fait à Kananga, ce qui est fait à Likasi, ce qui est fait à Aru, eh bien, ça se trouve dans des ordinateurs, ça a été contrôlé par les citoyens de Aru et finalement, ça vient au niveau central ici pour les décisions finales. Est-ce que c'est facile à faire? Très facile à faire. Vous savez, au lieu d'avoir la CENI, si les gens qui dirigeaient ce pays avaient eu vraiment la volonté de faire aller le pays de l'avant, on aurait tout de suite mis en place le fichier national. Moi qui vous parle, je suis professeur de technologie de l'information et de la communication et je sais de quoi je parle. D'accord. Alors, on sera bien sûr ravis de voir le 7 prendre les commandes du pays. Alors, dites-nous à ce jour, quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises pour parvenir à la mise en place de 7, à l'exécution bien sûr de ce projet de 7? Bon, nous avons écrit au secrétaire général des Nations Unies. Nous avons par la suite aussi écrit au même secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons entrepris un certain nombre de contacts bilatéraux avec les partenaires habituels de la République démocratique du Congo. Et ici, à l'intérieur du pays, nous parlons avec tous les fils de ce pays parce que nous pensons que le pays ne peut être géré qu'avec l'aval, l'accord, la participation, la volonté de tous ses fils. Bon, bien sûr, tout ça n'est pas mis sur... mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous puissions mettre l'idée sur la table et discuter sur cela. La mise en place pratique, elle est quasiment achevée. Quelle est la réaction de vos interlocuteurs? La plupart de nos interlocuteurs sont très favorables à cette idée. Je n'irai pas plus loin pour éviter de froisser ou d'amener certains à ce que j'aurais dévoilé ici des choses qui ne devraient pas encore être dévoilées. Alors, vous avez dit tout à l'heure que pendant cette période des 36 mois, il y aura la lutte contre la corruption, il y aura aussi les citoyens, les conditions de vie des citoyens pourront être améliorées. Comment pouvoir arriver à cela? Parce que nous avons eu, autant depuis 1960 jusqu'à ce jour, on déplore toujours les conditions de vie des Congolais. Vous pensez, dans l'espace de 36 mois, tous les Congolais seront à l'aise et seront dans de meilleures conditions? Vous savez, la mobilisation des recettes pour le budget de ce pays donne aujourd'hui que nous avons un budget autour de 9 milliards de dollars. Mais si nous allons chercher ce qui rentre dans les poches de Koulouna en chemise blanche et cravate, ce budget peut être multiplié par un chiffre entre 5 et 10. Nous pensons que nous allons assez rapidement arriver à des résultats sur cette question parce que si nous avons le contrôle de tous les instruments du pays, on va y arriver. Il y a des coins inaccessibles, des coins enclavés, pour bien dire. Apparemment, le discours que vous tenez, c'est un discours des centres urbains. Non, ce n'est pas un discours des centres urbains. La République démocratique du Congo, c'est un pays de 2 345 000 km². Et nous en sommes conscients. Et c'est avec tous ces citoyens, non seulement avec tous ces citoyens, mais aussi avec les partenaires extérieurs. Parce qu'un des problèmes qui s'est souvent posé au Congo, c'est que, les Congolais disent « le Congo nous appartient, il nous a été légué par nos ancêtres ». Certains partenaires du Congo disent « le Congo ne serait pas si, à la faveur des conférences internationales et des autres arrangements internationaux, nous n'étions pas intervenus pour qu'il soit ce qu'il est ».
nous, au 7, nous allons tenter, nous sommes déjà appliqués à cela, à rassembler ces deux visions et à mettre dans un projet win-win ces deux partenaires naturels qui sont les partenaires externes du Congo et le peuple congolais. Alors, il y a aujourd'hui certains Congolais qui ne veulent pas de l'ingérence étrangère dans les affaires des Congolais entre eux. Quel est le point de vue de cette par rapport à cette vision des choses? Oui, mais je leur dirais, le président Kabila, il est là pourquoi et pour qui? Il est là parce qu'il représente un certain nombre d'intérêts extérieurs au pays. C'est un homme qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'un rapport de force, à la faveur d'une guerre qui a été perdue par la République démocratique du Congo. Donc l'ingérence qu'ils ne veulent pas, elle est là. Ils la vivent au jour le jour. Et on leur dit le contraire. Et nous venons avec l'idée qu'il faut parler avec les uns et les autres. Il faut réconcilier le point de vue pour aller de l'avant. Quelle est la position ou le point de vue de CET par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays où ça crépite un peu partout? Effectivement, la situation sécuritaire dans notre pays est déplorable et c'est aussi déplorable de constater qu'un chef d'État qui a régné pendant 15 ans n'a pas pu se doter d'un outil essentiel qu'est l'armée pour pouvoir contenir ce type de problèmes. Nous viendrons avec des solutions radicales par rapport à cela, mais au départ, nous partirons avec la protection des Nations Unies. Vous ne trouvez pas que les 36 mois sont vraiment comme 2 jours qui peuvent se passer comme ça sans rien faire? Ah non, pas du tout. 36 mois, c'est beaucoup. On peut faire l'essentiel de ce que nous avons dit dans ces 36 mois. C'est-à-dire, dans un premier temps, stabiliser le pays. Dans un deuxième temps, mobiliser, et d'ailleurs, parallèlement au premier temps, mobiliser les recettes du pays pour pouvoir répondre aux appels et aux questions que pose le citoyen congolais. Parce que le Congo, il est là pour quoi? Il est là pour les Congolais. On ne peut pas faire des choses en enterrant les Congolais et faire des choses pour les Congolais. Et puis, troisièmement, organiser les élections, qui sont la chose la plus facile à faire. Parce que vous savez, on vous amène des débats, oui, électroniques, ou ceci ou cela. Eh bien, moi, je veux bien que quelqu'un vienne qu'on en parle. D'accord. On pourra mettre le 7 face à la chenille. Alors, dites-moi, quelles sont les institutions qui seront retenues pendant cette période de transition? Pendant cette période de transition, bien sûr, les institutions judiciaires pour lesquelles on va travailler à l'ère fortification, à l'ère dynamisation, seront en place. Le Parlement, bien évidemment, qu'il sera en congé, compte tenu des réalités que vous connaissez. Le gouvernement sera en place. Tout le reste sera en place. L'armée, ça sera une priorité des priorités. Et au niveau de l'armée, je ne vous le dis pas aujourd'hui, mais nous avons des solutions radicales qui feront qu'à la sortie du 7, la situation sera différente. N'allez-vous pas reconduire les députés, les sénateurs qui sont là, les gouverneurs de province, les assemblées provinciales? Mais vous savez, il faut organiser les élections dans des conditions viables, fiables. Les gens qui sont habitués à la tricherie, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, c'est un autre monde. Comment ce sera un autre monde? Parce que oui. ce sont les mêmes personnes, c'est le même pays, c'est le même système. Qu'est-ce qui va changer? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on est par exemple en train de lutter. Il y a une lutte entre la majorité présidentielle et le Rassemblement. Le Rassemblement dit que lorsqu'il viendra au pouvoir, il n'y aura plus de tricherie. Et exactement, nous disons que nous voulons le pouvoir pour une transition brève, question de donner les mêmes armes à tous les citoyens congolais. Vous savez, la méritocratie, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que nous allons remettre sur la table et pas faire les choses comme je le vois faire aujourd'hui et que je regrette parce que mon pays régresse au lieu de progresser. Vous ne trouvez pas que ce discours, vous le tenez parce que vous n'avez pas encore palpé au pouvoir? Est-ce que quand vous serez au pouvoir, vous allez tenir le même discours? Ah, tout à fait. Vous savez, il y a des gens qui sont « je dis et je fais ce que je dis ». Il y a d'autres qui sont « je dis et je fais ce que j'ai envie de faire ». Bon, nous sommes les « je dis et je fais ce que je dis ». On le verra bien sûr. Alors, professeur, nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien. Alors,
7, vous avez dit, vous avez écrit... Corps exécutif de corps transition. exécutif de transition. Vous avez écrit aux Nations Unies, vous avez des partenaires, tout ça. Alors, dites-moi, est-ce que ici, au pays, avez-vous déjà eu le temps de rencontrer la majorité qui est au pouvoir, le rassemblement ou l'opposition pour en parler et discuter? Le coordonnateur, M. Pierre Soula, a déjà eu l'opportunité de parler avec des membres importants de la majorité, mais une discussion formelle est quelque chose qui va venir au moment où les choses seront mises en place. Alors, la CENCO, vous avez eu des contacts avec la conférence épiscopale nationale du Congo? Ben, disons que ces contacts sont à l'air prémisse et on va les poursuivre avant de dire quoi que ce soit devant les médias. Parce que vous savez, tuer l'œuf avant même que... Bon, je préfère garder le silence par rapport à ça. Alors, une autre question de curiosité, c'est celle de savoir qui est technocrate. Oui, qui est technocrate. Vous savez, il y a des gens qui arrivent au gouvernement sans avoir jamais travaillé. Vous imaginez, monsieur Oscar, une personne qui est ministre de notre pays et qui n'a jamais travaillé. Donc, aucune expérience. Pour nous, les technocrates, ce sont des gens qui ont fait des études, pas nécessairement des thèses de doctorat ou quoi, parce que bon, comme moi je suis professeur, on penserait que... Non, ce n'est pas la norme. Ce qui importe, c'est que la personne puisse avoir un background acceptable. Et puis, dans la mesure du possible, si cette personne a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, qu'elle puisse justifier d'un curriculum de travail valable. Il a travaillé à gauche, à droite, quels ont été les résultats de son implication dans telle ou telle société. Et bon, avec ça, on a quand même déjà un certain nombre de critères. Parce que si vous regardez dans notre gouvernement, vous allez être étonné de ce qui se passe, de ce qu'on nomme aujourd'hui comme ministre en République démocratique du Congo. Ils sont comment? Ben, vous savez, comme je vous disais, il y a des gens qui arrivent au gouvernement sans travailler. Et si on sait que, par exemple, la personne n'a même pas fait les humanités, alors vous comprenez un peu ce que ça donne. Le fruit d'un compromis. Bon. D'accord. Alors, cette est en train de lancer, c'est une idée. Hein. Il faut nécessairement un débat. Je ne pense pas que tout le monde pourra refuser catégoriquement cette idée ou soit accepter à l'unanimité l'idée. C'est un débat qu'il faut toujours relancer à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de la fin de l'année 2017. Même dans l'accord, c'était prévu qu'il y ait élection en 2017. Si vous, personnellement, vous comptez mettre en place le 7 camps, non, l'exécution, bien sûr, du projet de 7 camps. Le plus tôt possible, ça c'est l'intérêt de la République démocratique du Congo. Voilà la réponse. L'intérêt de la République démocratique du Congo est qu'elle soit gérée par le 7 le plus rapidement que possible pour pouvoir revenir rapidement à un fonctionnement politique normal. Alors, tous les membres du 7 sont ici au Congo ou bien ce sont des gens qui vivent chez les impérialistes, comme on les appelle aujourd'hui, qui viennent avec le discours des impérialistes pour venir débuter ça ici? Bon, je vous ai répondu à cette question en disant le pouvoir en place, il travaille pour les impérialistes. Si nous devons parler comme ça. Alors, vous savez, quand quelqu'un va étudier quelque part, il va acquérir de l'expérience, du savoir, de la compétence, du savoir-faire. Et moi, je ne cracherai pas sur le savoir-faire de Congolais qui est immense. Au jour d'aujourd'hui, si on me demande quelle est la première ressource du Congo, je dirais que ce sont les ressources humaines. Israël, un des États les plus puissants du monde, fonctionne sur ce principe-là, avec un apport considérable de la diaspora. Et donc, je ne pense pas qu'au Congo, on puisse s'en passer. De toutes les façons, le président Kabila est actuellement en place. Il vient d'où? De la diaspora. Au moment où il est arrivé ici, il était diaspora. Alors, professeur Paul Olamba Kalonda, on parle quand même de l'actualité dans notre pays.
Et je crois que votre organisation est en train de voir dans quelle mesure il pourra bien sûr répondre à toutes ces questions. Pensez-vous que tout le travail que la Commission électorale nationale indépendante fait aujourd'hui ne vaut pas la peine? Non, le travail technique peut être important et devra être utilisé. Comme je vous ai dit, le fichier national, ça sera 80 millions de Congolais. Au niveau de la CENI, au jour d'aujourd'hui, on a 40 ou 50 millions. C'est une part du travail qui est déjà faite, qu'on ne va pas jeter, qu'on va utiliser. Mais la réutilisation concrète, la manière d'organiser, l'utilisation des ressources du peuple congolais qui est dans la misère, ça doit être totalement changé. Alors, on va terminer. Vous regardez la caméra en face de vous. Vous avez juste 1 minute pour parler à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous avons parlé ici du corps exécutif des transitions. C'est en fait un gouvernement formé de technocrates congolais que nous voudrions mettre en place, en lieu et place de la majorité présidentielle actuelle ou de l'opposition, toutes tendances confondues, pour que nous puissions organiser la stabilisation du pays, que nous puissions, après la stabilisation du pays, regarder le problème social du Congolais et enfin que nous puissions passer aux élections et revenir à un fonctionnement normal du pays. De toutes les façons, depuis déjà 1 an, on est dans un circuit qui fait qu'en fait, on pratique ce que les Congolais connaissent très bien sous le nom de glissement. Eh bien, il ne faut pas laisser ces glissements tuer les pays. Merci, professeur Paul Olamba Kalonda. Vous êtes coordonnateur adjoint du corps exécutif des transitions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc fini avec cet entretien. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.